d'être le parrain de notre troisième commission. C'est donc Emmanuel qui ne veut pas être mis en valeur, donc, qui a fait la démarche. C'est exemplaire parce que quand elle a proposé de le faire, j'ai pensé que voilà, si vous aviez tous compris que c'était comme ça qu'il fallait faire, qu'il fallait oser, et qu'en plus elle l'a fait pour le collectif et pas pour elle, et bien je pense que vous aviez effectivement bénéficié de la philosophie et de cette formation. Elle veut pas. Voilà. Donc on a proposé un témoignage voilà, personnel du parcours d'un, et c'est pas parce qu'il est à mes côtés que je le dis, je ne le dis pas du tout, ni de tout. Parcours d'un grand dirigeant, mais parcours aussi d'un grand homme qui a des valeurs, qui a accepté donc, de diriger nos très belles entreprises, Sanofi Aventis, dans l'aventure du laboratoire, du secteur pharmaceutique qui, du point de vue dramatique de l'évolution du droit intellectuel, etc., se transforme ces dernières années et pose d'énormes questions de stratégie, de générique, et j'imagine d'attraction et de rétention des talents par ce soir de ressources humaines et des femmes qui expliquent diversité. Monsieur, merci infiniment vraiment de ce temps consacré. Elles sont toutes extrêmement honorées et ravies. Et merci à nous. Alors, je ne sais pas si peut-être que comme vous êtes plus grand, sinon je vous passe le micro. J'espère que ça fonctionne. Et d'abord, merci de m'accueillir. Je veux dire que quand on m'a fait la proposition d'Emmanuel, je veux dire par un truchement très savamment organisé, puisqu'il s'agissait d'un de mes anciens collaborateurs, que j'aime beaucoup, de PPR, qui m'a fait la proposition en son nom. Je n'avais aucun argument pour refuser. Donc c'est très naturellement que je suis venu, tout en me demandant toutefois pourquoi on me demandait à moi d'être le parrain d'une promotion comme la vôtre, parce qu'il ne me semble pas que j'ai des titres particuliers à l'être. Je représente sans doute aux yeux de la plupart des gens l'exemple typique du système installé, c'est-à-dire de la connivence qui peut exister au sein des conseils d'administration. Je suis dans les conseils depuis, hélas, 22 ans, bientôt 23. J'ai été dans plusieurs conseils, je suis toujours dans plusieurs conseils, et je fais partie sans doute du système qu'on peut caractériser comme celui de la rhubarbe et du Séné, où chacun se renvoie l'ascenseur allègrement en essayant de fermer la porte le plus possible. Ça, c'est sans doute la pression extérieure. Il se trouve qu'effectivement, j'ai quelques autres convictions qui m'ont amené en certaines occasions à défendre, et je crois que ce soir, nous allons nous concentrer plutôt sur les conseils d'administration plutôt que des considérations générales, mais je ne peux pas évoquer la problématique des conseils d'administration et des femmes dans les conseils d'administration sans faire un petit détour, parce que pour moi, la vision de ce qu'est la gouvernance, de ce qu'est une société, n'est pas, je vais utiliser peut-être des grands mots, mais ils sont sincères, je n'aime pas faire de la démagogie, je n'aime pas non plus le politiquement correct, mais je crois qu'on ne peut pas distinguer la vision de la gouvernance d'une certaine vision de la société. Les entreprises, et notamment les grandes entreprises, sont des actrices de la vie politique et sociale autant qu'économique. Et à mes yeux, à ce titre-là, elles ont un certain nombre de devoirs. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle, dès 2001, je m'étais engagé très vigoureusement avec Claude Lévéard dans la charte de la diversité. C'est pour ça que j'ai été et je suis depuis très longtemps un militant des causes antiracistes. Et j'ai une vision de la société qui
m'a amené à considérer depuis très longtemps, je ne dis pas ça, vous pouvez penser que c'est une facilité de langage devant vous, mais que l'histoire de la femme dans les sociétés de toute nature, d'ailleurs, qu'elles soient plus ou moins développées, était une histoire d'exploitation. Donc j'ai des raisons très profondes de penser qu'il faut mettre le plus vite possible en place l'égalité des chances, des opportunités, sous les formes adaptées, même si parfois ces formes-là peuvent surprendre ou choquer. Nous vivons aujourd'hui dans un système qui est effectivement un système où la responsabilité des administrateurs, contrairement à ce qui existe aux États-Unis, où là c'est excessivement inverse, est quasiment nulle. Même quand il y a eu de grands scandales en France, pas eu énormément, mais il y en a eu quelques-uns, pour une société du CAC 40 qui a connu quand même deux grands scandales, au moins, eh bien, il n'y a eu aucune mise en cause de la responsabilité personnelle des administrateurs. Pour autant, je considère, j'ai une vision du rôle de l'administrateur, entendu ce mot dans la forme neutre, qui est une vision relativement élevée. Je considère que c'est aux administrateurs qu'il appartient, in fine, de prendre quelques décisions essentielles. C'est la nomination du dirigeant opérationnel, soit directeur général, président de directoire, PDG. C'est aux administrateurs qu'il appartient de faire ce choix. Ça veut dire qu'il appartient également aux administrateurs de le faire partir s'il ne correspond pas aux objectifs qui ont été définis. C'est au conseil d'administration d'adopter une stratégie. C'est au conseil d'administration de veiller à ce que les règles de la vie sociale, les règles juridiques, les règles de compliance, dont je suis particulièrement sensible évidemment à la pharmacie, mais de manière générale, les règles du jeu soient suivies par la société qu'ils doivent surveiller. Alors c'est un rôle qui est assez complexe en réalité, parce que à la fois le conseil doit être en soutien du management, on ne peut pas vivre dans un état d'insécurité permanent du management. Le management doit bénéficier du plein soutien autant que faire se peut des membres du conseil, mais en même temps, les membres du conseil sont là pour challenger sur tous les sujets, à toute occasion, ce qui leur est dit, exiger plus d'informations, plus de transparence. C'est un travail permanent et c'est un travail qui exige de chacun des membres du conseil beaucoup de personnalité et beaucoup de force. Alors évidemment, il était jadis extrêmement mal élevé de poser des questions dérangeantes. Quand on avait des problèmes, en général, on les traitait avant le conseil, discrètement. Toujours dans le conseil, il y a 3 ou 4 personnes essentielles, qui sont les personnages clés du conseil, et puis le reste est un théâtre d'ombre, où les uns et les autres se regardent, et si la question apparaît comme un peu déplacée, ou gênée, eh bien, très rapidement, tout le monde a compris, on se tait. Cette époque est en train de changer. Je ne dis pas qu'elle a complètement changé, elle est en train de changer parce que les pressions de toute nature qui s'exercent sur les conseils, et notamment la transparence de l'information qui est exigée, que ce soit par les autorités comme l'AMF ou simplement par les journalistes ou les actionnaires, qu'ils soient français ou anglo-saxons. Les anglo-saxons ne sont pas des actionnaires tendres vis-à-vis des sociétés, exigent des administrateurs qu'ils ne s'endorment pas dans leur siège et qu'ils ne soient pas là uniquement pour toucher les jetons de présence. Il y a une pression assez forte qui s'exerce sur eux. Alors, quelle est la qualité essentielle, à mes yeux, d'un administrateur? Je viendrai ensuite aux femmes. Je dirais que c'est le courage. Je le mets au moins au même niveau que la compétence. Ça ne sert absolument à rien d'avoir des gens compétents si dès que le vent souffle un tout petit peu, ils s'enfoncent dans leur fauteuil en attendant que le courage se passe. Il ne sert absolument à rien d'avoir des gens qui ont de belles réussites derrière eux si leur seule préoccupation c'est de rester accrochés à leur fauteuil.
et de toucher quelques dizaines de milliers d'euros, voire plus dans certains cas, qui cumulés, quand on a 4 ou 5 postes, font un très bon tremplin. Je suis contre la professionnalisation des administrateurs. Le terme a été utilisé tout à l'heure. Je suis contre cela parce que cette professionnalisation qui donne à l'administrateur une certaine dépendance par rapport à sa rémunération nuit à la qualité essentielle d'un administrateur qui est l'indépendance d'esprit. C'est-à-dire la capacité à claquer la porte ou à se lever et à dire qu'on n'est pas d'accord. Et je pense que ces qualités-là sont des qualités de caractère, sont des qualités en fait de leadership, qui sont des qualités qui se travaillent, ne sont pas nécessairement données naturellement à toutes ou à tous, mais elles peuvent se développer à l'intérieur de programmes. Je me souviens que chez le PPR, nous avons mis en place ce qu'on appelait un leadership programme, qui était extrêmement lourd, et chaque année nous avions une vingtaine de jeunes qui étaient emmenés dans ce programme, dans des expériences très impliquantes, et où j'ai vu vraiment des personnalités changer. J'ai vu des gens qui avaient beaucoup de qualités, mais qui n'osaient pas, qui ne s'étaient pas révélés à elles-mêmes, se transformer parce que mises en situation et confortées dans leurs attitudes, prenant courage et échangeant véritablement. Et je crois que c'est d'ailleurs une des très belles réalisations que peut permettre l'entreprise, c'est de révéler des tempéraments qui ne demandent que cela, mais qui ont besoin des conditions pour s'épanouir et pour devenir des personnalités à part entière, de vrais leaders avec leur capacité d'engagement, d'entraînement et leur force face parfois à des directions générales qui sont abusives. L'entreprise est quand même, on peut faire la philosophie politique, mais l'entreprise est le dernier lieu dans le monde moderne d'une forme de totalitarisme. Et il faut que le conseil d'administration soit un tempérament aux pulsions totalitaires qui peut, naturellement, parce que quand on est à la tête d'une grande entreprise, moins grande entreprise, on est quand même beaucoup plus souvent entouré de many-oui que de gens qui vous disent ce que je dois raconter complètement idiot. On a besoin de gens qui puissent exercer un véritable contrepoids au sein de ces conseils. Alors, quid dans ce contexte qui me paraît essentiel du rôle des femmes? Je dois dire que quand, je vais être très franc, quand est apparue l'idée formulée par Jean-François Copé au tout début de recourir à une loi, par principe, je suis très hostile au quota, et je trouvais que c'était vraiment pas la bonne formule, parce que pour moi, vraiment le grand enjeu dans les entreprises, c'est pas les conseils, c'est fondamentalement l'émergence, la montée des femmes dans les responsabilités effectives, dans les responsabilités opérationnelles des entreprises. C'est là où se situe pour moi le vrai combat. Et donc aller pour une question qui me paraissait initialement essentiellement d'affichage, venant de partis qui en plus n'avaient pas généralement montré un entrain excessif à appliquer la parité. Bon, je trouvais que la démarche était un peu curieuse, mais enfin il est assez fréquent qu'on demande aux entreprises de faire des efforts de transparence ou d'adaptation que le monde politique n'a jamais imaginé de faire une seconde. Par ailleurs, je ne parle même pas du monde syndical, qui soit patronal ou ouvrier, puisque là règne un accord absolument complet sur l'absence totale de transparence. Mais s'agissant de ce projet de loi, auquel le président du Conseil de Sanofi a été confronté très rapidement, puisque nous n'avions que 2 femmes au Conseil. C'est un conseil assez nombreux où il y a 15 membres. Très rapidement, évidemment, s'est posé la question de compléter notre conseil, pour faire partir quelques membres du conseil. Et là, je dois quand même vous apporter le témoignage de la grande désespérance des hommes de 40-50 ans
qui aujourd'hui savent que pendant quelques années, ils n'ont aucune chance de rentrer dans un conseil, compte tenu du mouvement et du turnover mécanique, puisque tout ça s'étalera sur 3, 4, 5, 6 ans. Je vois des gens qui viennent me dire j'aimerais bien rentrer dans un conseil, je sais bien ce qu'il en est, je suis pas une femme. Et aucun d'entre eux n'a envisagé de changer de genre jusqu'à présent pour remplir le critère. Mais la recherche des femmes pour remplir les fonctions d'administrateur, il y a plusieurs manières de faire. Il y a ce que j'appellerais le nominalisme, c'est-à-dire on cherche simplement à afficher qu'on a des femmes en nombre suffisant. Et puis il y a l'objectif qui est d'avoir effectivement des administratrices qui puissent remplir les fonctions dans le sens que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire avec force, courage et compétence. Et là, je peux dire que c'est un travail extrêmement intéressant d'aller chercher dans les organisations des groupes, non pas les quelques femmes qui sont déjà connues, qui trustent déjà, qui ont rempli leur quota, qui ont déjà les 5 mandats, vous les connaissez toutes, j'imagine, mais d'aller chercher des femmes qui justement ne sont pas connues, ont des vraies compétences et ont la personnalité qui leur permettra, sans phare, sans hésitation, de peser le moment venu lorsque des questions peuvent être soulevées, qui sont des questions soit dans les comités d'audit. Actuellement, nous recrutons une femme pour le comité d'audit avec potentiellement la possibilité de devenir président du comité d'audit, qui est un poste absolument majeur pour le conseil du Sanofi, ou soit apporter des expériences qui ne sont pas simplement les ressources humaines. Facilement, on a tendance à concentrer la compétence des femmes dans les conseils. Et ce que j'observe, et je dois dire que j'ai évolué dans mon point de vue sur cette obligation, c'est que effectivement l'équilibre au sein de ces conseils bougeait et qu'on avait en face de nous, si je puis dire, ou à côté de nous, des femmes qui posaient des questions extrêmement précises, qui étaient moins dans le combat de coq sur des sujets théoriques beaucoup plus pragmatiques, beaucoup plus proches des réalités de l'entreprise, beaucoup plus soucieuses de la vie effective de l'entreprise, beaucoup plus disponibles aussi pour la plupart d'entre elles. Par exemple, nous avons une administratrice singapourienne, qui est également administratrice d'AXA, et qui fait l'aller-retour pour tous les conseils, et d'AXA et de Sanofi, entre Singapour et Paris. Elle a plus d'assiduité que la plupart des autres membres du conseil. Ce qu'elle nous apporte, c'est évidemment une connaissance de l'Asie, elle est chinoise, d'origine chinoise, et elle a une connaissance de l'ensemble d'une zone qui est très importante pour nous et qui est culturellement très difficile à pénétrer. Donc, je pense que la loi d'obligation qui était vécue comme une sorte de sacrifice formel ou politiquement correct va avoir une influence un peu plus profonde sur la réalité du fonctionnement des conseils, sur la réalité de leur composition et sur la nature des sujets qui vont être abordés. Puisque l'un des points qui revient en permanence dans les examens, par exemple, des ressources humaines, des groupes, c'est où sont les femmes. Et c'est vrai que c'est une question qui, en général, dans le système ancien, si je puis dire, était très rarement posée. La question, c'est quel est le plan de succession, est-ce que M. Tartampion va remplacer M. X. Et là, nous voyons que cette demande de la montée des femmes dans les organisations peut être aidée par la présence d'un plus grand nombre de femmes dans les conseils. Et donc finalement, cette idée un peu superficielle, un peu politique, va, je pense, sur la longue durée, avoir une conséquence. Pour autant, je pense que ce sera très long, et à mon avis, je reste convaincu que le vrai combat de la présence des femmes dans l'entreprise reste avant tout au niveau exécutif.
Et ça doit être un combat sur les conditions de travail, si je puis dire, c'est-à-dire l'adaptation de l'entreprise aux contraintes qui sont propres à la vie des femmes. C'est-à-dire qu'il n'est pas indispensable d'avoir des réunions organisées à 7h30 le soir. On peut s'organiser très bien de manière différente. Il y a des rythmes que l'entreprise peut s'adapter. Il y va vraiment de la volonté des dirigeants d'entreprise. C'est pas quelque chose qui se fera naturellement. Mais la pression que peuvent mettre désormais les conseils, où il y aura bientôt près de la moitié des femmes, à mon sens, aura un effet sur le comportement des dirigeants effectifs. Et je pense qu'il aura un effet sur les responsabilités qui seront données ultérieurement aux femmes. Ce n'est pas quelque chose qui va se faire rapidement, mais je suis convaincu que progressivement, il y aura un effet. Alors, naturellement, les candidatures sont multiples. Je dois reconnaître toutefois qu'il y a là un risque. Il ne faut pas qu'on ait des mécanismes d'anti-sélection. Les meilleures administratrices ne sont pas nécessairement les candidates les plus assidus. Je préfère que nous ayons des administratrices qui ont des fonctions opérationnelles que des administratrices qui ont des fonctions exécutives, qui peuvent peser du poids de leur expérience exécutive au sein des conseils plutôt que des femmes qui ont décidé, après avoir interrompu leur travail pendant quelques temps, penser à reprendre leur fonction par le biais des conseils. Je pense que c'est la voie de la légitimité exécutive qui est la plus sûre garantie du poids dans les conseils, parce que, in fine, c'est quand même la voie de l'expérience, de la compétence qui garantira au total l'écoute et la pertinence des points de vue. Donc, en fait, là, il n'y a rien que de très normal, parce que c'est le même critère qui doit s'appliquer également pour les hommes. Je suis toujours méfié des gens qui couraient derrière les mandats. Je pense que dans ces fonctions-là, il est mieux qu'on vienne nous chercher plutôt que d'aller tirer les sonnettes. Je pense que le marché, entre guillemets, a évolué. Il y a beaucoup plus de recherche d'administrateurs et d'administratrices qui se font de manière professionnelle au travers des cabinets de chasseurs de tête, avec des comités de nomination qui sont moins dans la connivence, en tout cas c'est ce que j'observe dans les conseils auxquels j'appartiens. Le temps des renvois d'ascenseurs réciproques est derrière nous parce que les actionnaires américains détestent ça. Et on voit maintenant les scores des multicartes, si je puis dire, des administrateurs qui sont en trop de bord, les scores baissés dans les élections et conseils. Il est probable d'ailleurs qu'il y aura aussi une modification de la loi au titre de la gouvernance prochainement sur le nombre de mandats que peuvent avoir des exécutifs dans les conseils, parce qu'il est incompatible, à mon sens, d'être un vrai exécutif et d'être présent dans plus de 2 conseils à l'extérieur. C'est une plaisanterie quand on sait ce que demande aujourd'hui les conseils en termes de temps. Il n'est absolument pas imaginable. Enfin, moi, je veux dire, quand j'étais président opérationnel du PPR, je n'étais dans aucun conseil. Je n'avais pas le temps. Je n'avais pas le temps et il ne me serait pas venu à l'idée une seconde de demander au conseil d'administration de m'autoriser à aller siéger dans d'autres conseils et distraire du temps de la disponibilité d'esprit pour d'autres sociétés que la mienne. Moi, je serais partisan de solutions encore plus rapides. Il y aura, je pense, dans la prochaine loi gouvernance, des efforts qui seront faits. Et je dois dire qu'il y a une autre voie qui pourrait être exploitée, effectivement, c'est que nous aurons sans doute des représentants des personnels dans les conseils, en tout cas dans les grandes entreprises. Je ne sais pas où sera fixée la barre, mais il est certain que la présence de femmes aussi à ce titre-là est extrêmement importante parce qu'elles apportent un autre éclairage qui n'est pas celui de la responsabilité classique de l'administrateur,
mais qui est l'expérience du vécu de l'intérieur de l'entreprise avec une parole qui peut être extrêmement forte. Donc je pense que par ces différents biais, la poids des femmes dans les processus de décision, dans l'émergence de vraies responsabilités, parce qu'effectivement il est absolument désolant de voir qu'il n'y a pratiquement pas de femmes dans les comités exécutifs des grandes entreprises françaises, une minorité. Elles sont souvent dans des fonctions qui sont assez typées. Et bien ça, c'est quelque chose qui est profondément anormal et qui doit évoluer dans le temps. Et je pense que c'est un combat sur lequel il faut que quelques principes, comme par exemple les quotas, effectivement, soient utilisés pour un temps, je ne dis pas de manière définitive, mais comme un moyen de faire bouger un équilibre, un temps de vie. Voilà, c'est quelques idées que je voulais partager avec vous, et qui, j'espère que vous l'avez senti, ne sont pas simplement une adhésion de surface, mais une condition de fond. Merci infiniment. Dans l'affaire de grande entreprise du CAC 40, en tant que juriste, n'étant pas forcément, bien que fortement engagée dans l'intervention des femmes pour ce quota, j'entends votre propos, mais je suis ravie d'identifier, et voilà, plusieurs fois, que bon an, mal an, une entreprise réalise que cet effet de levier d'encadrement légal modifie les pratiques pour davantage de valeur ajoutée, sans doute aussi parce que les femmes qui sont nommées, parce qu'elles ont, c'est mon explication personnelle, plus de difficulté à accéder à ces postes, ont des attentes et des exigences vis-à-vis de ces mandats qui, effectivement, font globalement monter le niveau moyen de petite compétence, et c'est dans ce sens-là que, finalement, j'ai aussi considéré les quotas comme un mal nécessaire. Vous parliez du statut des salariés, vous parliez de gouvernance. Le plan d'action de la Commission européenne sur ces questions de gouvernance dites pérennes après la crise est sorti juste avant Noël, après, on va dire, 18 mois de travaux et consultations. Il a par certains côtés des aspects un peu classiques, parce que le consensus crée parfois le consensus mou. Il y a aussi des choses extrêmement intéressantes sur la question des modalités d'évaluation des boards, de la performance des administrateurs. Vous l'évoquiez avec la demande activiste des fonds anglo-saxons. Je crois que globalement en Europe et en France, on se dirige effectivement vers, si ce n'est une professionnalisation de la fonction d'administrateur, qui est portable de votre point de vue, une professionnalisation des boards, et ça c'est bien pour nos entreprises et leur valeur ajoutée. Donc merci encore infiniment pour ce témoignage. Nous allons donc passer à la remise des certificats qui sera faite dans le respect absolu de la mixité. Donc la moitié de participantes, certificat remis par M. Serge Béal, et l'autre moitié par Marie-Hélène Mansart, à qui je vais passer le micro, de manière à ce qu'elle puisse à la fois accueillir nos participants qui désormais, à partir de ce soir, sont des amis, parler un petit peu de ce parcours en promo 2 et de la démarche que vous avez pu avoir en Italie, puisque vous avez compris qu'il fallait jouer collectif, garder cet esprit réseau, qui est une des faiblesses par exemple des femmes. Je crois que ça change la question générale. Merci Viviane, je ne sais pas si j'ai besoin de ça. Écoutez, vous allez être certifiés dans quelques minutes, et puis maintenant, il se passe quoi? Cette question-là, nous se l'est posée l'année dernière, au mois de janvier. Je pense que vous avez toutes vécu dans cette promotion aussi une aventure humaine intéressante. Vous avez créé un réseau contre vous, et certainement vous avez envie de prolonger ça. En tout cas, c'est dans cet état d'esprit qu'on était en janvier, quand on était à votre place. Donc ce qu'on a fait à partir de ça, c'est qu'on a décidé d'appliquer deux choses qu'on a apprises dans cette formation, le réseau et la gouvernance. Le réseau en se constituant en association, une association dotée d'une gouvernance, j'en suis la présidente, et on a décidé de donner aussi de la visibilité. Alors comme a dit M. Weinberg,
faut attendre combien vous cherchez, mais encore faut-il être visible. Donc on s'est donné aussi comme objectif de rendre visible ce programme, les participants sur des thèmes de gouvernance, d'où l'idée de se constituer en think tank sur un certain nombre de thèmes. On a tenu la semaine dernière, donc le 16 janvier, une conférence à laquelle était invité le PDG de l'Alliance en France, Jacques Richier, et la directrice générale de l'assistance publique hôpitaux de Paris, Mireille Fogère, sur ces thèmes de gouvernance, et en particulier de l'actionnariat salarié, et aussi par rapport à l'expérience d'Alliance, d'une comparaison des gouvernances entre ce qui se passe en Allemagne et ce qui se passe en France. Donc c'est pour celles qui étaient là, et j'en reconnais quelques-unes, je pense que c'était extrêmement intéressant. Donc l'idée par la suite, c'est de continuer à travailler sur ce genre de conférences en invitant des intervenants prestigieux. D'ailleurs, d'ores et déjà, on peut inviter M. Weinberg qui est prêt à se joindre à nous, pour réfléchir ensemble sur ces thèmes de gouvernance. Et je pense qu'en montrant la valeur ajoutée qu'on peut avoir en tant que réseau, en tant qu'organisation, en tant qu'association sur ces sujets de gouvernance, je pense que ça servira à nous valoriser tout le temps. Alors, je dois dire qu'on se réunit tous les mois, toutes les adhérentes, que la prochaine réunion, c'est jeudi soir à 19h au 64 rue de la Boétie chez Cofigex. Et donc Cofigex est dirigé par Sylvie Bruno de la première promo, et elle nous fait le plaisir de domicilier l'association dans ses locaux, dans un endroit qui est, ma foi, assez agréable. Je dois aussi vous parler d'un engagement important d'une autre des alumni qui est Dominique Druon, qui a fondé un cabinet en conseil en gouvernance et qui, en souhaitant ses vœux pour cette année, m'a fait part de son objectif de placer 10 femmes qui ont suivi ce programme Women Be European Board Ready en 2013 dans les conseils d'administration. Donc elle travaille en gouvernance, principalement au niveau des PME, des ETI, et c'est son engagement qu'elle a voulu que je véhicule pour elle ce soir. J'ai tout dit. Je crois que oui. Eh bien, merci, et puis bienvenue. On vous attend jeudi pour ceux qui sont intéressés. C'est un enseignement de fond de notre programme, prise de conscience que les femmes restent un peu trop souvent chacune dans leur coin, le nez dans l'ordinateur en pensant que bien faire suffit. Mais je crois que maintenant elles ont compris que se faire remarquer à bon escient n'est pas neutre non plus. Je vais vous proposer de rejoindre la table de manière à pouvoir remettre les certificats. On va le faire tout simplement par ordre alphabétique. J'ai demandé à Natalia, donc Michel Arnoët, avec un petit cadeau de l'ESSEC, que Lucie Sonnaz, qui m'a beaucoup aidé à la création de ce programme toute cette année, va remettre. Armel, oui. Nathalie Brunel. Isabelle Cotin. Il me semblait qu'elle était passée à la trappe. Françoise. Corinne Diez. Sylvie Forbin. Fatia Gaz. Avec une relation nette sur la simulation du CA et la préparation entre Noël et le 1er temps. Georgina Hilaire. Rochas.
Anne Lapierre. Isabelle Mathieu. Lucille Montagnier. Christine Midis. Anne Pelletier de Barbier. Deux personnes de la fonction publique. Rappelez-vous que la loi entre-temps a étendu son champ et qu'il faut le préparer aussi. La fonction publique a du boulot devant elle, me semble-t-il bien. Christine Pierre. Julie Rapier. Emmanuel Valentin. Et Anne-Pascale Vital. Vous savez, vous avez été choisi sur vos compétences, vos profils, votre motivation. Il est important pour moi de créer des promotions qui sont diverses. Vous venez pour certaines de très grandes entreprises, pour d'autres de cabinets d'avocats. Certaines ont des grandes expériences internationales, d'autres viennent de la France. C'est aussi cette richesse et cette diversité qui fait la différence. Dans un programme à l'exécutif, j'ai toujours dit quand j'avais créé l'exécutif avec Manal, que 50% c'est pas la valeur ajoutée des professeurs et des contenus, c'est ce que vous apportez vous. Merci infiniment de votre comportement, de votre éthique, de tous ces échanges, et j'espère à très bientôt. Il n'est pas venu pour ça parce qu'il ne le savait pas. Et c'était vraiment lourd. Voilà, un petit cadeau de la part de la SEC et un peu de promotion pour remercier. Mais dans le code de la fonction publique européenne, c'est entre les sommes, je n'ai pas dépassé. Voilà, donc passe au cocktail et l'échange entre vous. Et merci encore de votre présence et de votre idée. Je rappelle à celle, c'est bon, elle revient bienvenue à la prochaine promotion à partir du jour de danse, mais c'est déjà la j'avais pas de question.
on a. Félicitations surtout à vous, bravo, bravo. Moi, c'est surtout like my present giving? Oh, but that won't touch you, right?